Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible et gratuit pour tous. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch et vous écoutez Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. En mars dernier, j'ai eu le plaisir d'être invité à Lausanne, en Suisse, pour participer à une table ronde sur le thème « Où sont les animaux dans les luttes écologistes ?» C'était organisé par l'EVA, les étudiantes véganes et animalistes de l'association Unipolis, l'asso écolo à l'Université de Lausanne et l'École polytechnique fédérale de Lausanne, dans le cadre de la Semaine de la durabilité. Pour cette table ronde, j'étais aux côtés de nul autre qu'Antoine Dubio, que vous connaissez déjà puisqu'il était l'invité de Comme un poisson dans l'eau, dans un entretien passionnant en 3 épisodes sur l'écofascisme, l'extrême droite, l'idée de nature en écologie et la polémique autour d'Hugo Clément. C'est l'entretien 21, si jamais vous l'avez raté. Et donc j'étais très heureux d'avoir à nouveau l'occasion d'échanger avec lui sur un thème qui m'est cher en plus, la place des animaux dans l'écologisme. Et on s'est dit ensemble avec les organisateurs que Comme un poisson dans l'eau était un très bon endroit pour diffuser l'enregistrement, que vous allez pouvoir écouter dans cet épisode, du coup. Je tiens à remercier tout particulièrement Tanguy Marbeau et Gary Domeniconi pour l'invitation et pour l'organisation de cet événement qui venait vraiment combler un manque, selon moi. Et c'est Gary qui animait la table ronde justement. Bonsoir, bienvenue à cette deuxième journée de la Semaine de la durabilité 2024 Lausanne. Allons-y directement. Ce titre « Où sont les animaux dans les luttes écologistes ?» En fait, quand c'est qu'on les croise parfois avec des personnes qui ont des animaux de compagnie dans des réunions, mais concrètement dans les discours écologistes, dans les pensées écologistes, dans les revendications écologistes, ils sont où les animaux? Ils sont présentés comment? Quelles revendications vis-à-vis des animaux sont portées en général? Bonsoir à toutes et à tous. Juste qu'on ait un peu une base commune pour discuter ce soir sur c'est quoi les mouvements écologistes, les luttes écologistes. Déjà, il faut bien dire que se préoccuper des questions environnementales, c'est pas l'élément caractéristique des mouvements écologistes. Parce que finalement, en fait, des sociétés qui sont préoccupées d'environnement dans l'histoire, il y en a eu plein. Et finalement, l'écologisme, c'est un mouvement assez récent. En général, on date des années 70 à peu près. Et tout ça pour dire que déjà, il y a une première distinction à faire entre environnementalisme, donc en gros les préoccupations un petit peu sectorielles, centrées sur plutôt la correction des problèmes en matière environnementale, plutôt qu'attaquer les problèmes à leurs racines. Et attaquer les problèmes à leurs racines, ça c'est plutôt ce qu'on distingue comme un écologisme, ou en français on dit écologie politique, mais c'est une formulation un petit peu trompeuse parce que dans le monde anglophone, on dit plutôt écologisme. Voilà, donc déjà la première distinction, donc nous on va se concentrer plutôt sur l'écologisme, et l'écologisme, il y a en général 3 critères dans les travaux en sciences sociales, en théorie politique, qui permettent de le définir. Le premier, c'est le fait de reconnaître qu'il y a des limites écologiques à la croissance écologique. Voilà, bon là vous connaissez peut-être, si vous connaissez un peu l'histoire des mouvements écologistes, en gros à partir des années 70 et des premières grandes alertes scientifiques sur les limites à la croissance, voilà, il y a une reconnaissance par le mouvement écologiste émergent de cette nécessité écologique-là. Ensuite, deuxième critère, c'est un rejet de l'anthropocentrisme. On va voir de quelle manière, et donc qui permet en fait une approche des questions écologiques qui se présente comme systémique. On va revenir un peu sur tout ça tout au long, parce que finalement, c'est des catégories un petit peu générales, rejet de l'anthropocentrisme et systémisme dans les approches des questions écologiques. Là, c'était le deuxième critère. Et troisième critère qui est aussi quand même très important, qui est un peu différent des autres familles politiques précédentes, c'est une forme de localisme. Donc le fait qu'il faudrait réorganiser la société à l'échelle locale, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan de la production d'absolument tout, que ce soit alimentaire ou production économique de manière générale. Voilà, donc je pense que ça, c'est les 3 éléments importants. On va les recroiser, en fait, je pense, dans la discussion. Voilà.
Et du coup, pour embrayer à la suite de ça sur ce que tu demandais, où sont les animaux dans les discours et la pensée écologiste, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu deux modalités et qui correspondent en fait plus largement à la façon dont les animaux existent dans les discours plus largement dans la société. Il y a une modalité de ils sont complètement invisibilisés, on n'en parle pas, et on en parle d'autant moins en tant qu'eux-mêmes, en tant qu'individus déjà, et en tant qu'individus ayant des intérêts qui méritent d'être défendus, en tant qu'individus qui ont une vie, qui ont envie de la garder, qui n'ont pas envie d'être mis à mort. Là, c'est plein de modalités sous lesquelles les animaux sont a priori pas trop présents, et c'est pas propre à la pensée, c'est pas propre à la façon dont l'écologie parle des animaux, ou on parle pas en l'occurrence. C'est juste, on est dans une société qui fait pas vraiment cas des animaux de façon assez générale. Mais je trouve que par rapport au reste des discours de la société, quand même l'écologie, surtout dans ces dernières années, parle un tout petit peu des animaux. Et c'est ça qui est un peu problématique, parce que l'écologie, de façon générale, elle n'en parle pas de la même façon que les antispécistes, moi je suis antispéciste, en parlent. Et c'est là tout le problème en fait. C'est que les animaux sont présents, mais sous une modalité particulière, et je pense qu'on va passer pas mal de temps là à essayer de décortiquer comment ils sont présents, comment les animaux ils existent finalement dans la pensée, dans certaines pensées écologistes, parce que c'est pas comme si c'était un tout unifié avec un seul type de discours bien sûr. Et il y a un paradigme qui émerge un petit peu dans l'écologisme, donc pas juste dans l'environnementalisme, la défense de juste on se dit on va régler la crise climatique par exemple, mais dans une pensée un peu vraiment politisée, comme parlant d'enjeux politiques, sociaux. Je pense que ça, on voit aussi à ça l'écologisme. Tu me dis si je fais pas les nuances qu'il faut. Et du coup, il y a un paradigme au sein de la pensée écologiste francophone qui a émergé dans l'écologisme, c'est la pensée du vivant. Je pense que si vous êtes un tout petit peu dans les sphères écolo ces dernières années, vous parlez forcément très très souvent de vivant. Je suis sûr que vous employez le terme en permanence. Il y a défendre le vivant, protéger le vivant. On parle de la biodiversité comme le vivant aussi. Et en fait, la façon d'analyser plein de crises écologiques et d'essayer de proposer des solutions passe par ce mot-là, par ce concept-là, qui est censé du coup englober aussi les animaux. Mais dans ce grand concept-là de vivant, il y a un truc qui ne va pas, en gros. En gros, ils n'existent pas comme ils devraient exister pleinement en tant qu'individus qui ont des intérêts. Et en tant que c'est des individus aussi qui sont pris dans des rapports de pouvoir, en l'occurrence des rapports de pouvoir d'oppression des humains sur tous les autres animaux. Et c'est des enjeux qui sont en fait hyper systémiques, mais qui ne sont pas reconnus comme tels. Ils sont juste pas tellement diagnostiqués, à part par les antispécistes, justement. Et c'est en ça que je pense que c'est super intéressant de parler des liens qu'il y a entre antispécisme et écologisme, parce que l'antispécisme a plein de choses à apporter, en fait, dans le diagnostic et dans les propositions de solutions, notamment. Et juste sur ce paradigme un peu des pensées du vivant, un peu d'où ça vient, en fait, et je pense que c'est un élément de contexte historique un peu intéressant pour prolonger notre critique, c'est, bon, des fois dans les médias, les écolos sont dépeints comme voulant protéger la nature. Bon, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si on reprend la distinction que je vous proposais plus tôt entre écologistes et environnementalistes, en fait, les écologistes, leur approche justement systémique du problème écologique, c'est pas l'idée de protéger la nature. En général, c'est un thème qu'ils vont rejeter, ils vont plutôt mettre en avant de protéger certains systèmes particuliers. Ça peut être des écosystèmes, ça peut être le climat, ça peut être la pérennité de certaines ressources, ce genre de choses-là. Donc ça s'est construit plutôt comme ça pendant un long moment. Et effectivement, à partir d'un moment, la notion de vivant a permis un peu de cimenter différentes facettes un peu de la pensée écolo. Alors sur des formes plus ou moins radicales, comme disait Victor, c'est pas complètement unifié le recours à cette catégorie de vivant. Il y a des versions qui vont pas trop questionner les rapports de pouvoir et d'autres beaucoup plus. Bon, c'est un peu compliqué, on va pas trop faire non plus une cartographie des pensées écolo de ce type-là, mais tout simplement pour dire qu'il y a quand même un rejet au départ de l'idée de nature qui fossilise un petit peu les choses, qui est perçue comme trop fixe, trop stable, etc. Donc, c'est intéressant de voir que la notion de vivant, elle a normalement au départ pour fonction de rejeter un peu ce paradigme de la nature pour penser la question écologique. Voilà. Mais alors, la question c'est, est-ce que en fait, ce rejet, c'est vraiment à son terme en ce qui concerne justement les rapports entre les humains et les autres animaux? Et la réponse, c'est plutôt non, quoi. Ouais, du coup, pour développer cette question-là, je vais être un peu rentre dedans. Pour moi, le vivant, il répond pas du tout à cette problématique-là, pas dans la façon dont c'est développé par ce qu'on pourrait appeler les penseurs et penseuses du vivant. Des gens comme Baptiste Morisot, des gens comme Vinciane Després, je sais pas si c'est des gens qui vous parlent un peu. Et même si vous les connaissez pas, en fait, vous avez entendu parler de leurs idées parce que elles ont eu un impact indirectement par des discours qui sont encore plus populaires et qui les ont rendus en fait mainstream.
Je pense à quelqu'un comme Cyril Dion, par exemple, avec son documentaire Animal notamment, qui a beaucoup fait pour propager cette pensée-là du vivant et cette façon de cadrer un peu les questions écolo. Et c'est drôle parce que quand on a un prisme antispéciste sur cette question-là, sur la façon, sur ces discours en fait écologiques qui nous disent qu'il faut se reconnecter au vivant, qu'il faut reconnaître la diversité justement du monde du vivant. Pour être plus précis, un philosophe comme Baptiste Morisot, dans son dernier ouvrage, qui est l'ouvrage un peu le plus théorique, il a enfin donné son avis précis en fait sur la question animale et sur l'antispécisme. Et ce qu'il en dit est hyper oppressif et conservateur en fait. Et ça peut paraître étonnant, ça a pu paraître étonnant pour plein de personnes. Je pense que pour la plupart des gens, juste les gens savent pas quel est l'avis de Baptiste Morisot sur l'antispécisme et sur le véganisme du coup. Mais en fait, son avis, c'est que c'est complètement OK de manger des animaux. Et pour lui, l'antispécisme n'est pas quelque chose d'intéressant et pas une bonne théorie. Et quelque chose qui se tient pas, en fait. Et la raison pour laquelle il défend ça, c'est que justement, sa façon de développer le concept du vivant, presque, en fait, il appelle à plus de considération, notamment pour les animaux, mais pas que, en fait, pour tous les écosystèmes, plus largement, mais y compris les plantes, en fait, alors que, bon, les plantes sont pas sentientes, ressentent rien, donc il y a des différences intéressantes quand même et pertinentes entre ce que peut ressentir un animal et ce que ne ressent pas, justement, une plante. Et surtout, il refuse de le considérer les rapports de pouvoir et d'oppression. En fait, il refuse le diagnostic que le spécisme est une réalité, que en fait, les humains ont développé tout un système de pouvoir et d'oppression sur tous les autres animaux, quasiment. Il refuse ce diagnostic-là en disant non, c'est pas la bonne façon de penser les choses. Faut pas penser les choses de façon éthique. Faut pas penser les choses de façon politique. Et donc, c'est étonnant par rapport à ce qu'il prétend faire, c'est-à-dire il prétend justement avoir une conception de l'écologie politisé, au sens où il accepte que on peut pas penser l'écologie sans penser la question du racisme, sans penser la question des rapports inégalitaires de genre, sans penser tout un tas de rapports de pouvoir. Et en fait, il l'accepte pour les humains, et c'est une bonne chose, ça enrichit la compréhension en fait des crises écologiques, et un vrai projet politique en réponse à ça, cohérent, d'émancipation générale en fait de tous les individus, mais il s'arrête à la frontière d'espèce. Dès qu'on passe sur les autres animaux, là, il dit « Ah non, juste, faut se reconnecter au vivant ». Et du coup, il appelle à une considération plus grande pour le vivant, mais c'est une considération juste esthétique. Il dit « Faut changer son regard, faut apprendre à s'émerveiller ». Il parle de crise de la sensibilité. Tout ça, c'est des choses qu'on entend justement dans cette sphère des penseuses du vivant. Mais il y a un écart énorme entre cet appel à plus de sensibilité esthétique et l'appel que font les antispécistes de dire « En fait, il faut plus de considération éthique et politique ». Et en tirant les bons constats de le spécisme existe et il y a des milliards d'animaux en fait qui en souffrent au quotidien. Il y a un énorme système qui asservit et qui met à mort des milliards d'individus en permanence. Et en fait, c'est une ligne de fracture absolument gigantesque entre ceux qui acceptent de regarder en face ce constat et de se dire du coup c'est une injustice fondamentale et gigantesque, il faut qu'on fasse quelque chose, et des gens comme la plupart en fait des figures de l'écologie qui se situent plutôt de l'autre côté en disant non, c'est pas un problème. Ou alors, oui, ok, c'est un problème dans ses formes les plus industrielles. Donc, ils disent le problème, c'est le capitalisme. Le problème, c'est l'élevage industriel, mais c'est pas l'élevage fondamentalement. C'est pas le fait de mettre des individus à mort, de les avoir élevés pour ça avant. Il y a cette grande ligne de fracture et de fait, la plupart des figures et des pensées de l'écologie contemporaine se situent plutôt du côté de la défense du spécisme en disant que c'est pas un problème ou en disant que c'est pas un concept adéquat et que c'est pas une bonne théorie, que la théorie antispéciste ne tient pas la route. Justement, sur ces pensées du vivant, leur opposition en fait explicite à l'antispécisme, quelqu'un comme Baptiste Morisot et d'autres dans les pensées du vivant utilisent le terme de multispécisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Juste, je refais un tout petit historique. Au départ, c'est plutôt un concept qui a une visée descriptive. C'est plutôt des anthropologues qui l'utilisent pour dire, regardez, en fait, des fois, il y a des collaborations entre certaines espèces vivantes et des sociétés humaines. Et en gros, par exemple, il y a un ouvrage très connu qui s'appelle « Le champignon de la fin du monde ». Peut-être que vous avez croisé ce bouquin de Anna Tsing, qui montre comment, en gros, il y a une espèce de champignon particulière qui se développe sur les ruines. Donc, ce concept est essentiellement descriptif pour montrer des interdépendances entre des humains et des non-humains, en l'occurrence des champignons, mais il y a aussi des travaux sur des animaux, il y a aussi des travaux sur des plantes, etc. Il y a plein de travaux sur ça s'appelle l'ethnographie multispécifique. Voilà. Et en fait, ce que font les penseurs du vivant, c'est que ce concept descriptif, ils vont en faire un concept normatif. Ils vont dire, en fait, regardez, il faut considérer que le vivant est fait d'interdépendance. Et du coup, le déplacement qu'ils proposent avec cette notion de vivant, c'est de dire, en fait, il faut regarder ces interdépendances, ces collaborations, etc.
il faut pas en faire trop des rapports de pouvoir, de la domination qui peut être exercée au sein de ces interdépendances-là. Donc, en fait, il y a vraiment ce que disait Victor quand il propose de changer de regard. En fait, c'est ça, c'est dire on va arrêter de regarder les rapports de pouvoir, on va regarder plutôt en quoi il y a aussi des liens fructueux de collaboration, etc. Donc, c'est ça qu'il propose. Mais le fait de parler de multispécisme, c'est pour justifier le fait que, c'est écrit texto dans certains entretiens, hein. Baptiste Morisot, dans un entretien dans le Nouvel Observateur en France, il a clairement dit moi, je préfère parler de multispécisme parce qu'il y a ça quand même certaines hiérarchies entre certaines espèces vivantes. Il y en a qui mangent d'autres et on va rien y faire. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'au départ, lui, il utilise la notion de vivant pour dire moi, je mobilise pas la notion de nature qui est très hiérarchique, etc. Puis finalement, il va dire en fait, le vivant, il est fait de certaines hiérarchies. Il y a des rapports de prédation et puis en fait, on peut rien y faire. C'est comme ça. Presque, il aurait ajouté à la fin de la phrase c'est naturel. En fait, ça aurait pas été très étonnant. C'est un peu le type d'argument qu'il est en train de développer, alors même qu'il revendique d'avoir abandonné ce type de lecture-là. Donc on voit que le vivant, en fait, il sert aussi à renaturaliser certains rapports sociaux, là en l'occurrence entre les humains et d'autres animaux. Bon, et plutôt que de dire c'est naturel, finalement maintenant il dit c'est la vie. C'est ça le vivant en fait. On remplace ce que faisait la nature par un truc qui fait exactement la même fonction avec un vocabulaire différent, mais ça fait exactement les mêmes fonctions. Peut-être que pour l'audience en général, peut-être moi-même y compris, c'est quand même intéressant de préciser ce concept qui peut paraître intuitif pour vous, mais parce que tu parlais de renaturalisation, même conceptuellement, c'est quoi du coup, ce serait quoi la naturalisation première dont tu parles, et ce serait quoi une renaturalisation? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas, aller contre, que c'est une réalité qui s'impose à nous et qui en fait ne dépend pas d'agencements sociaux, qui est quelque chose qui est un donné contre lequel on ne pourrait pas lutter, etc. Ça, c'est une certaine conception de l'idée de nature, la nature comme une norme, qui est un peu celle qui est utilisée, qui est remise en question globalement par les mouvements sociaux émancipateurs, qu'ils soient antiracistes, féministes, anticapitalistes, puis antispécistes aussi, validistes. En fait, tous les mouvements sociaux luttent contre la naturalisation de certains rapports sociaux qui visent justement à les verrouiller, à faire en sorte qu'on puisse pas les remettre en cause, etc. Donc, c'est un verrouillage idéologique. Donc là, quand je disais renaturalisation, c'est vraiment l'idée que ces penseurs écolos, ils ont bien conscience que les mouvements sociaux émancipateurs, ils ont plutôt cette fonction-là de dénaturalisation des rapports sociaux, de critiquer l'argument de c'est naturel pour légitimer certaines dominations, mais en réalité, ils le reproduisent avec la notion de vivant et avec ce que Victor disait en disant c'est comme ça, c'est la vie. Concrètement, quelques petits exemples de discours qui naturalisent les rapports d'oppression interespèces. C'est quand on va vous dire oui, mais de toute façon, la prédation, partir du fait donné il y a la prédation, donc c'est OK, on est des prédateurs, on s'inscrit dans les chaînes, dans le cycle de la vie, dans le cercle de la vie, où Morisot le dit de façon un peu différente, mais en fait, c'est toujours la même idée derrière que, oui, c'est comme ça, c'est l'ordre du monde tel qu'il est, et ça sert à rien d'essayer de lutter contre, ou alors c'est vouloir plaquer des choses très humaines, une éthique pensée que pour les humains, sur le vivant. C'est ça la critique, si on peut appeler ça une critique de Morisot vis-à-vis de l'antispécisme, c'est de dire vous plaquez vos concepts de liberté et d'émancipation des humains et vous acceptez pas la réalité du monde du vivant qui est une réalité il parle d'interdépendance, mais en fait il dit faut aller s'inscrire à nouveau dans cet ensemble d'interdépendances-là. Et en fait, c'est pas une interdépendance, la relation des humains avec les autres animaux. C'est un rapport violent. Et c'est ça qui nie, en fait. Et il naturalise ce rapport violent en disant, c'est comme la prédation, et nous, on est des prédateurs. Ce qui est important de voir, c'est que justement, dans les vivants, ils intègrent les animaux non humains et puis les végétaux, etc. Et en fait, ils utilisent le même terme d'interdépendance pour parler indistinctement de ces différents êtres vivants. Et notamment, ils vont parler d'interdépendance pour caractériser la pratique de la chasse, comme pour caractériser l'agriculture, quoi. Donc, on voit un peu aussi l'homogénéisation que cette notion de vivant peut permettre. Mais il y a au moins un livre où il y a un peu ces pensées de vivant qui sont diffusées comme ça pour analyser la pratique traditionnelle de la chasse. Il y a un anthropologue qui a travaillé sur ça, un peu avec ce paradigme-là. Donc, c'est juste pour montrer aussi comment c'est utilisé, ce paradigme du vivant, pour naturaliser une pratique violente, comme le dit Victor.
les rares personnes dans les pensées écologistes à un peu mieux considérer que la moyenne la question du spécisme, à la prendre de front et à vraiment parler des animaux en tant qu'individus, c'est en général des personnes qui ont une conception de l'écologie qui prend en compte d'autres oppressions. Donc ça va être des gens qui sont aussi féministes, antiracistes, anticapitalistes, et qui ont une conception et une réflexion générale de leur description d'un projet écologiste qui ne peut pas faire l'impasse sur le constat de l'existence de rapports de pouvoir, d'inégalité, et ils ne l'envisagent pas comme quelque chose de séparé de leur analyse de l'écologie, en fait. Et c'est ça aussi l'écologisme tel qu'il est le mieux pensé aujourd'hui. C'est un écologisme qui dit, en fait, les victimes des crises climatiques, c'est pas toutes les mêmes. Et les impacts ne sont pas homogènes sur toutes les populations. Et aussi, à l'inverse, à la base, les facteurs sont aussi... les responsabilités, du coup, en fait, des crises écologiques sont très inégalement réparties. Et en fait, en général, ça ne touche pas les mêmes. Les responsables sont plutôt les plus riches, les populations occidentales blanches, et les victimes les plus importantes. En général, il y a eu plein d'analyses, du coup, qui ont émergé ces dernières décennies de ce qu'on parle du racisme environnemental, par exemple, du fait que c'est les populations racisées qui vivent le plus les crises environnementales, et pas seulement dans les pays du Sud, en fait, y compris en France, quand on pense à la crise du chlordécone, en fait, qui a touché très majoritairement un pesticide qui était autorisé que aux Antilles sur le territoire français, du coup, mais qui a touché, du coup, les populations racisées qui étaient d'anciennes colonies, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Et c'est ce genre d'analyse-là de l'impact inégal des crises écologiques parce que certaines populations sont moins considérées, parce que la mort de certaines personnes est vue comme moins importante, comme moins grave, parce que, en fait, parce qu'elle n'est pas blanche ou parce que c'est pas un homme ou pour telle et telle raison, c'est quelque chose qui vient enrichir la pensée écolo. C'est la grande question que l'antispécisme pose à l'écologie, c'est pourquoi vous ne voyez pas la même chose au-delà de la frontière d'espèce, en fait. Il y a un truc qu'on ne voit jamais, c'est que c'est les autres animaux qui sont les victimes les plus nombreuses des crises écologiques. Et c'est un truc, en fait, personne ne fait ce constat-là. Moi, j'ai jamais entendu personne dire ça de façon aussi franche, en disant, oui, en fait, quand il y a les énormes feux de forêt en Australie qui tuent des milliers, alors je sais même plus les ordres de grandeur, mais c'est gigantesque, en fait, tous les koalas, les kangourous, les petits animaux qui sont morts dans ces feux-là, au Canada, pareil. En fait, c'est des victimes au même titre que les victimes humaines des crises écologiques. Et ça, c'est un truc qui n'est pas analysé tant qu'on ne dépasse pas une grille où on pense qu'aux humains, en fait. Donc une grille anthropocentrique. Et aussi, à l'inverse, il n'y a pas que la question des victimes, donc en fait des impacts des crises écologiques. Si on remonte en amont, il y a la question de quels sont les facteurs des crises écologiques. Et dans les facteurs, il y a un facteur qui est genre juste, dont personne ne parle une fois de plus, alors que ça permettrait de débloquer plein de trucs, c'est que c'est le spécisme, en fait. Le spécisme, c'est un facteur majeur et complètement négligé des crises écolo. Les gens ne voient pas que notre rapport tout pété aux animaux, où on s'en fout complètement, où en fait les morts animales sont pas graves, sont pas considérées comme graves, sont pas considérées comme dramatiques, et en fait sont complètement légitimées parce que c'est la vie, parce que c'est le cycle du vivant, parce que de toute façon ils sont là pour crever, en fait, et personne est choqué par ça, parce que de toute façon on les mange, donc en fait on s'en fiche, c'est l'ordre des choses. Cette pensée-là spéciste, donc, est un facteur facilitant des crises écolo, parce que c'est notamment un des facteurs qui est sous-reporté même dans les médias, c'est à tous les échelons de la société, c'est l'élevage, par exemple. L'élevage, c'est, dans les ordres de grandeur, 20% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a un rapport qui avait été fait par deux institutions, un média qui s'appelle Sentient Media, qui est un média notamment animaliste et qui cherche justement à faire avancer en anglais un meilleur traitement des crises écologiques et de la question animale et de la question agroalimentaire, qui ont montré que, alors que ça représente 20% des émissions de gaz à effet de serre, l'élevage, dans le traitement médiatique de gros médias anglophones, ça prenait que 7% des articles. Donc vous voyez l'énorme gap. Et en plus, désolé, je suis un tout petit peu loin, après je laisserai la parole, mais parmi ces 7%, la façon dont ils en parlaient, c'était pour parler de l'impact des crises écologiques sur les élevages, et pas l'impact de l'élevage sur les crises écologiques. Donc c'était pour dire que y a des élevages qui ont cramé ou qui ont été inondés. En gros, c'est ça. Plutôt que de dire en fait l'élevage c'est un facteur majeur, principal, gigantesque du réchauffement climatique notamment, mais aussi des crises de biodiversité. Donc c'est complètement biaisé en fait. Ça fait que notre spécisme général fait qu'on manque complètement les diagnostics qui devraient être posés pour avoir une écologie bien pensée en fait. Je pense que sans le savoir, tu es très dans l'actualité parce qu'il me semble que ce matin,
Il y a un collectif d'agriculteurs et d'agricultrices suisses qui ont porté plainte contre la Suisse pour les conséquences que l'inaction climatique de la Suisse allait avoir sur leurs élevages. Donc voilà, donc c'est pas l'impact de leur élevage sur le climat qui serait voilà, mais c'est l'impact qu'auront l'élevage de l'inaction de la Suisse sur leur truc. Et ça m'a aussi fait penser au reportage qu'on voit souvent sur que tu as une ferme qui brûle, une ferme, je sais pas, 250 cochons dans une ferme. Et si tu vas regarder sous le post tous les commentaires, c'est courage aux fermiers, ça va vraiment être dur de remonter un business, etc. Donc on voit ce décalage effectivement. Je te redonne le micro, toi. Juste, je vais prolonger, pas revenir sur ce que Victor a dit sur pourquoi c'est des personnes, notamment racisées, qui arrivent à intégrer la question du spécisme dans leur réflexion écolo, et juste prolonger plutôt l'envers sur aussi pourquoi, en fait, il y a un rejet aussi de l'antispécisme dans beaucoup d'espaces écolos. Globalement, c'est une incompréhension, un manque de connaissances, etc. Et pour aller un peu plus loin, en fait, il y a une espèce de rigidité dans les milieux écolos qui est de dire qu'il faut traiter les problèmes écologiques de manière systémique, etc. Et pour eux, systémique, ça veut dire rejeter notamment un certain nombre d'approches de type les petits gestes du quotidien, auxquels en fait le véganisme est assimilé. Donc, comme tout ça est un peu flou dans la tête de beaucoup d'écolos, l'antispécisme, le véganisme, c'est un peu la même chose. Et du coup, ça serait en fait juste une pratique de consommation qui serait du coup quelque chose de purement individuel et qui n'aurait pas de portée systémique, et il n'y aurait pas de réflexion derrière politique plus poussée. Évidemment, c'est plus complexe, hein. Il y a des écologistes qui ont bien conscience aussi de ce que ça peut être l'antispécisme, etc. Mais il y a quand même, de manière générale, une forme de rejet comme ça un petit peu primaire de l'antispécisme. Alors que du coup, en fait, l'antispécisme tel qu'il est pensé majoritairement dans les sphères de notre mouvement antispéciste, au contraire, on a une compréhension hyper systémique des problèmes. Et on est nous-mêmes très critiques d'une conception très individualisante et très consumériste du véganisme. On dit que les problèmes se règlent pas seulement aussi, mais oui, avant tout à l'échelon politique et collectif. Et que c'est une réflexion sur le projet de société qu'on a. Et ça doit être un projet de société qui asservit pas et qui met pas à mort les animaux. Donc, ouais, je pense que c'est parce qu'il y a une vision hyper individualisante du véganisme qui ne comprend pas ce qu'est l'antispécisme et la façon dont il est pensé aujourd'hui. Au sein des mouvements écologistes, il y a quelque chose qui est assez puissant. Il y a un attachement très fort à ce qu'on pourrait désigner comme le modèle paysan, c'est-à-dire d'avoir une forme de production alimentaire qui serait organisée à l'échelle locale avec une complémentarité entre l'élevage plutôt extensif et puis avec différentes formes de culture. Donc, rejeter la monoculture et rejeter globalement tout ce qu'on pourrait désigner comme relevant de l'agriculture industrielle et de l'élevage industriel. Ça, globalement, c'est très cohérent avec ce que je vous présentais au début sur les principales caractéristiques du mouvement écologiste, et donc d'avoir une approche déjà assez localiste des solutions à apporter à la crise écologique. Donc là, les élevages paysans, ce serait le modèle paysan, ce serait à une échelle plus réduite que les exploitations industrielles, et donc revenir à une échelle moins importante. Et puis, ça rejoint aussi le côté un peu penser les choses de manière systémique. En fait, ils considèrent qu'il y aurait une complémentarité entre ces différentes activités sur une exploitation agricole, entre ce qui se désigne comme un petit élevage ou un élevage non industriel, et puis les autres formes de production alimentaire qu'il pourrait avoir. Voilà. Et donc tout ça a une puissance dans les mouvements écolos qui est assez importante. Les luttes paysannes font partie des luttes écologistes depuis longtemps. Voilà, alors avec parfois certaines rigidités entre des mouvements écologistes plus urbains et des mouvements écologistes plus ruraux ou néo-ruraux. Tout ça pour dire que voilà, c'est quand même quelque chose d'assez puissant dans l'imaginaire écologiste. Il y a beaucoup d'écolos qui ont vraiment ce projet un petit peu, qui mettent en œuvre ou pas, de quitter la ville et d'aller s'installer à la campagne pour fonder une ferme ou en tout cas se reconnecter à la terre, pratiquer une forme de retour à la terre, c'est un peu l'expression désignée. Voilà. Et ça, ce projet-là, il est vraiment naturalisé, c'est conçu presque comme un automatisme chez beaucoup d'écologistes, sans forcément poser la question justement de qu'est-ce que c'est l'élevage concrètement. C'est vraiment la question de l'échelle qui est un des premiers facteurs. Et du coup, la façon dont les animaux ils existent dans cet imaginaire-là écolo des petits élevages, en fait, c'est ça, hein, des petits élevages bucoliques qui nous permettent un retour à la nature, une forme de décroissance dans la tête des gens, des écolos.
c'est là où c'est un peu difficile à analyser. C'est parce que là, les animaux, ils sont présents du coup dans l'imaginaire écolo. Ils sont là dans les relations d'élevage. Mais le problème, c'est que la façon dont ils sont là, et c'est en fait la seule façon dont les animaux sont présents pour le moment dans la pensée écolo, c'est sous le mode de la perpétuation de leur exploitation. Et la seule façon pour les animaux d'être considérés par les écolos pour le moment, c'est en tant qu'êtres qui sont là pour servir nos intérêts. Ça, c'est un problème. Il n'y a que les antispés qui viennent dire que c'est un problème, justement, d'avoir que cette conception-là hyper biaisée et en fait toute pétée du rapport aux animaux. Et quand on l'analyse, en fait, quand on tire les fils, on voit que les animaux, ils sont pas présents en tant qu'eux-mêmes, en tant que qui ils sont réellement, quels sont leurs intérêts. En fait, c'est des personnes qui ont envie de vivre et des vies chouettes. Et en fait, du coup, ils n'ont pas des vies chouettes dans ces modes-là de relation. Ils ne sont pas du tout présents comme ça dans l'imaginaire bucolique écolo des petits élevages. Ils sont présents comme un symbole d'autre chose et comme un symbole de plein de choses qui vont dans le sens des idéaux et d'une utopie en fait écolo, mais d'une certaine utopie. Donc en fait, les animaux, ils sont là pour symboliser des relations harmonieuses avec la nature, pour symboliser le retour à des petites échelles, comme tu le disais, pour symboliser, pour nous donner un petit frisson de nature en fait. Et c'est ça que nous on critique. On le fait pas assez, hein, mais on a prévu de le faire plus. Les antispécistes, dans ces imaginaires-là écologistes, c'est que ils parlent pas réellement des animaux. Ils en parlent de façon exotisante. C'est comme quand vous allez faire du tourisme, et puis que pour faire un pays, dans la conception de tout ce qui ne va pas dans le tourisme, il faut que vous ayez fait les animaux de ce pays. Vous voyez c'est ce mode de rapport-là aux animaux qui sont là pour symboliser, là en l'occurrence, le pays qui est à visiter, ou pour donner une expérience. Et tout ça, c'est hyper anthropocentrique, et en fait, on s'en rend pas suffisamment compte que dans ces imaginaires-là, je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec la façon dont les gens relationnent avec d'autres animaux dans le tourisme et la façon dont ils existent dans les modes, dans les représentations, dans les imaginaires écolos. En fait, c'est un peu la même chose. Les animaux, ils sont là comme métaphore de choses chouettes pour les humains que nous, on valorise, mais jamais pour eux-mêmes. Et c'est ça que nous, les antispés, on veut pas lâcher, parce qu'on est les seuls à le dire, c'est que les animaux, ils comptent pour eux-mêmes, parce qu'ils ont des intérêts, parce que c'est des individus. C'est là que l'antispécisme, c'est pas seulement là que maintenant l'écologie, elle s'interroge un peu sur la question animale, c'est vrai, ça se développe, il y a une interrogation générale sur la place des animaux dans la pensée écolo, et il y a des propositions qui sont faites, Baptiste Morisot en propose certaines, les penseurs du vivant, c'est une proposition en fait de comment penser la question animale au sein des questions écologiques, mais c'est pas seulement que les écolos s'interrogent sur la question animale, c'est qu'en retour, la question animale, l'antispécisme vient interroger l'écologie. C'est-à-dire, en fait, l'antispécisme fonctionne comme un révélateur du caractère conservateur de la plupart des projets écolos actuels. En gros, pour simplifier, les antispécistes, nous, on voit que dans ces discours-là, c'est un discours conservateur qui cherche à préserver les rapports sociaux inégalitaires d'espèces. Donc, en fait, les relations d'exploitation des animaux. Et c'est ça qu'a révélé dernièrement, ces dernières décennies, justement, des prismes antiracistes, des prismes féminismes, de voir qu'il y avait des rapports d'oppression qui n'étaient pas dénoncés ou qui étaient juste complètement des points aveugles totaux des réflexions écolo. Ça commence à aller dans le bon sens. Et là, il y a un prisme en plus à prendre en question, les rapports de pouvoir entre espèces. Et c'est là où les antispécistes ont une graine passionnante en fait, à apporter à l'écologie. Et ce serait chouette qu'on puisse dialoguer davantage, en fait, pour justement en faire des projets écolos qui soient réellement émancipateurs jusqu'au bout et qui ne s'arrêtent pas à la frontière d'espèces. Ouais, ça me donne aussi cette idée, j'ai l'impression que si tu présentes le projet, comme tu dis, de éventuellement un rêve néo-rural de quitter la ville et d'aller à la campagne et de monter ta ferme, etc., que si tu n'as pas d'animaux, ou alors si à l'inverse, tu as une exploitation avec des animaux à laquelle tu viens enlever les animaux pour décider de produire un produit végétal, on a l'impression que tu as perdu ton contact avec la nature. On a l'impression que dans ces discours, il y a beaucoup cette idée que c'est ce qui te permet de faire le lien entre le monde humain et la nature, c'est l'animal, parce qu'il est quand même un peu humain dans le sens où il fait quand même un peu des trucs, il n'est pas juste là à attendre la chlorophylle, mais d'un autre côté, il fait quand même un peu partie d'un système qui est pas chez nous. En fait, comme l'a dit Antoine, la plupart des écolos, ils partent du donné, sans l'interroger, que d'une romantisation des petits élevages. Et en fait, ils ne l'interrogent jamais, ils prennent ça comme acquis. Et du coup, pour défendre ça, pour pouvoir défendre la mise à mort des animaux, qui est quelque chose de foncièrement injuste, il faut construire, il n'y a pas le choix, en fait, sinon on est en pleine dissonance et sinon on ne se sent pas bien. Donc, il y a plein de constructions idéologiques, de discours qui vont essayer de faire sens
de ce qui est dans la tête des écolos, d'une nécessité, de cette nécessité des petits élevages. Nous, on embête les antispécistes parce qu'on dit non, il n'y a rien de nécessaire là-dedans. Mais quand ils prennent ça pour donner, effectivement, il faut trouver une façon de le légitimer, de le justifier. En fait, cette légitimation nouvelle des rapports d'exploitation animale, c'est ce qu'on appelle le néocarnisme. À la base, le carnisme, c'est de dire, de considérer que c'est normal, que c'est naturel, que c'est nécessaire de manger des animaux et de les exploiter, globalement. Et jusque-là, ça se faisait sur le mode de « on n'en parle pas et c'est même pas un problème ». Maintenant, ça devient un problème parce qu'il y a l'émergence d'une critique, justement, de ce rapport-là d'exploitation et d'oppression. Les antispécistes qui ramènent leurs graines. Et du coup, face à ça, maintenant, tout le monde se sent mal vis-à-vis de cette question-là. N'importe qui que vous interrogez dans la rue sur le fait qu'ils mangent des animaux vont en général avoir un petit côté gêné et pas trop savoir comment répondre, mais ils vont se mettre à sortir en fait des choses qui sont imprimées dans la pensée de notre société, des choses qu'on entend en boucle et on se rend même plus compte que c'est l'idéologie qui a été produite à la base par certaines personnes en fait, par des producteurs et productrices d'idéologie qui viennent relégitimer face à la montée du mouvement antispéciste, face à la montée des mouvements animalistes, qui ont besoin de relégitimer les rapports d'exploitation, mais sur le mode de on va défendre les petits élevages et puis on va dire que évidemment c'est hyper affreux et qu'il faut abolir l'élevage industriel, mais ça tout le monde est d'accord, donc en fait c'est pas très intéressant de le dire, enfin faut le faire, mais là où il y a des désaccords vraiment profonds, c'est sur la question de est-ce que l'élevage en tant qu'institution, même sous sa forme petite et locale, est quelque chose qui reste fondamentalement injuste. Et donc le néocarnisme, c'est ça en fait, c'est ces discours-là qui ont émergé ces dernières décennies pour venir relégitimer quelque chose qui va plus de soi. C'est déjà une bonne chose, hein. Ça veut dire qu'on a fait un début du boulot, c'est déjà, on pose la question. Maintenant, ça va plus de soi, mais en face, du coup, il y a des arguments qui tiennent pas la route selon moi, mais qui ont été produits. Et des gens comme Baptiste Morisot et Jocelyne Porcher, c'est des gens qui, sous des modes différents, ont été des productrices d'idéologie néocarniste. C'est-à-dire qui sont venus trouver des arguments, en fait, à peu près les mêmes entre les deux, c'est ça qui est intéressant, pour dire c'est OK de tuer des animaux. C'est ce que dit Baptiste Morisot. Baptiste Morisot, comme on l'a dit tout à l'heure, il le fait parce que c'est le cycle de la vie, le vivant, tout ça, les écosystèmes, les interdépendances. Et Jocelyne Porcher, elle a un discours légèrement décalé en disant bah oui, c'est mais qui passe un peu sous le même modèle de la romantisation de la relation d'élevage en fait, en disant que c'est des relations de travail avec les autres animaux et que fondamentalement il n'y a pas d'autre façon de relationner avec les animaux que de travailler avec eux et sous-entendu de les tuer à la fin en fait, parce que sinon c'est pas rentable économiquement. Il n'y a rien qui tient, il n'y a rien qui va dans ce discours-là. Et d'ailleurs, il y a un épisode de Comme un poisson dans l'eau avec Axel Pius-Bror qui s'appelle Le néocarnisme de Jocelyne Porcher. Voilà, si vous voulez une déconstruction point par point de l'idéologie justement néocarniste de cette personne, ça a été fait dans Comme un poisson dans l'eau. Pour mentionner quelque chose qui revient un peu dans les mouvements écolos, on en a déjà parlé avec Victor plusieurs fois, et qui, à mon avis, symbolise bien effectivement qu'on est passé, enfin la critique de l'élevage industriel, c'est quelque chose qui, ça y est, bon, c'est assez admis dans l'ensemble des mouvements écolos depuis longtemps, etc. C'est vraiment, il y a un retour un peu d'intérêt pour la question de la traction animale et qui est justement beaucoup thématisé sous cette idée d'une relation de travail, une collaboration entre des animaux non humains et les humains. Voilà, c'est simplement pour montrer, c'est un indicateur en fait intéressant. Il y a une production idéologique sur le sujet. Il y a de plus en plus de travaux écologistes qui essayent de montrer que ce serait un type de pratique à développer, etc. Et qu'en fait, qui ne questionnent pas du tout le fait que c'est une relation sociale de domination, en fait, de mettre au travail un animal pour faire ses actes, tirer des charges, etc. Du coup, concrètement, au vu de la manière dont les mouvements écologistes semblent aborder quand même certaines questions et semblent faire un travail de dénaturalisation d'un certain nombre de rapports sociaux, notamment les rapports sociaux féministes ou les rapports sociaux de questions du racisme, mais dans une certaine mesure des rapports sociaux au niveau autour de la question du travail. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces mouvements écologistes actuellement? Quel remaniement de pensée, de leur manière de conceptualiser, à la fois de conceptualiser les animaux et à la fois de conceptualiser les luttes écologistes, les luttes antispécistes, parce que finalement, on n'a pas beaucoup parlé des luttes antispécistes concrètes en tant que telles. On a pensé des pensées antispécistes comme si elles flottaient, mais il y a quand même une tentative d'indépendance du mouvement antispé qui dit non, on n'est pas juste une branche de l'écologie, comme les luttes féministes essaient de dire
où on n'est pas juste un pôle du Parti socialiste, on a vraiment une lutte à part entière qui ne va pas tomber juste avec la fin du capitalisme. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre comme repolitisation de ces questions-là, en fait? Même sur l'écologie, on a aussi beaucoup parlé de penseurs, là. Et en fait, qui sont un peu les versions saillantes de certains discours, mais finalement, les mouvements écologistes qui se situent en deçà, qui sont moins visibilisés que les penseuses médiatiques. Disons qu'il y a quand même un certain nombre, beaucoup de militantes écologistes qui sont ouverts en fait à des collaborations, soit directement avec des collectifs anti-spé, soit, en tout cas, qui ne sont pas fermés au dialogue, etc. Donc, on a présenté la chose, je pense, sous un angle quand même, comme s'il y avait vraiment une opposition très franche. Il y a évidemment plein d'espaces où il y a déjà des formes de collaboration qui existent. Qui collaboration, pas dans le sens de vivant, c'est tout le monde collabore, hein, bien sûr. Voilà, donc juste pour dire que voilà, il y a quand même, je pense, des signes positifs dans beaucoup d'espaces écologistes. Les cantines collectives écologistes vont plutôt faire de l'alimentation végétalienne ou ce genre de choses-là. Donc c'est quand même des signaux aussi positifs dans un certain sens. Ça ne veut pas dire que toutes les barrières ont été abolies, etc. Mais il y a quand même des signaux un peu plus positifs que ce qu'on voit au niveau des penseurs. Ouais, effectivement. Ouais, je suis content que tu dises ça parce qu'effectivement, dans le monde militant, on retrouve beaucoup moins de spécisme, mais il y a beaucoup plus de collaboration. Et ouais, c'est super juste. Et je pense que du coup, c'est de là que ça va partir. Et il faut peut-être que les écolos n'ont pas les figures de pensée qu'ils méritent, en gros, pour le dire vite. En fait, là, c'est le chercheur en sciences sociales qui revient. En fait, c'est aussi des gens qui n'ont pas les mêmes impératifs. C'est-à-dire que des penseurs écolos, ils ont vraiment c'est une nécessité pour exister dans le champ auquel ils participent, c'est de produire des idées qui vont les distinguer d'autres, etc. Et en fait, finalement, c'est aussi une stratégie, c'est un effet de positionnement aussi de rejeter l'antispécisme. Ça permet aussi de capter certaines personnes parce que finalement, le néocarnisme, ça permet d'aspirer des gens qui ne sont pas forcément des écolos au départ, mais qui vont être plutôt séduits par cet idéal un petit peu de romantisation du petit élevage, etc. Donc, voilà, les intellectuels, ils ont vraiment cette position particulière, alors que les militantes écolos, finalement, les collaborations avec d'autres collectifs, c'est quelque chose d'assez courant, en fait, des collectifs écolos qui collaborent avec des collectifs antiracistes, féministes ou d'autres orgas anticapitalistes. En fait, c'est quelque chose d'assez répandu, c'est pas spécialement nouveau. Donc, voilà, c'est aussi des inscriptions sociales de ces différentes formes d'écologie, à la fois soit intellectuelles, soit un peu plus engagées dans l'activisme, qui font aussi que l'ouverture forcément à l'antispécisme, elle est différente dans ces différents groupes-là, quoi. Et du coup, pour répondre à ta question, Gary, et en fait la réponse était dans la question, c'est super, tu parlais de l'autonomie du mouvement. La condition pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir avoir un dialogue fructueux entre écologisme et antispécisme, c'est que l'écologisme reconnaissent à l'antispécisme sa pleine autonomie. Parce que l'antispécisme, il a des choses à dire que personne d'autre ne dit sur un rapport social inégalitaire de pouvoir dont personne d'autre ne parle. Donc en fait, tant qu'on ne part pas de ce constat-là, on ne peut pas dialoguer. Et le problème, c'est que la façon dont l'écologie est en train d'essayer de traiter et de s'emparer de la question animale, c'est de préempter la question en acceptant qu'il y a une question, qu'effectivement il y a des questions ouvertes par ça, mais en préemptant aussi la réponse, en y donnant des réponses à cette question animale qui ne sont pas antispécistes. Et donc ces réponses-là, c'est ça qu'on critique en fait. C'est les réponses à le vivant, les écosystèmes et qui parlent pas du tout de spécisme, qui acceptent pas en fait qu'il y a un rapport de pouvoir et un rapport d'oppression. Donc ça peut pas être sous ce mode-là, le dialogue entre l'écologisme et l'antispécisme. Parce que c'est le mode majoritaire où on considère que la cause animale, la question animale, c'est une sous-case dans le projet écolo en fait. Même dans la façon dont c'est classé dans les rubriques des médias, ça va souvent être à la rubrique écologie. À terme, il faudra qu'on sorte de ça, en fait. Parce que à la limite, s'il y a une rubrique, c'est société, en fait. Au même titre que les autres questions sociales. C'est là que devrait être la question animale. Il y a plein de choses comme ça où, en fait, l'antispécisme, on doit lutter, et on doit le faire de façon plus forte, mais on commence à le faire bien, je trouve, en disant, mais on est aussi écolo, mais on est avant tout antispéciste, et pour des raisons différentes, parce que c'est de la même façon qu'on est à la fois féministe, antiraciste, on est écolo et antispéciste, et c'est deux choses différentes. Et si on part et si on accepte ce constat-là, c'est-à-dire en fait si l'écologisme en vient à accepter la pleine légitimité de la pensée antispéciste et à reconnaître que l'antispécisme est une clé incroyable en fait pour ouvrir des espaces de réflexion politique inexplorés pour les projets écolos eux-mêmes en fait, genre au nom même de l'écologie bien pensée,
on doit inclure, enfin je dis pas on doit, mais c'est plus intéressant, on va ouvrir plus d'espace et ça va donner des projets plus émancipateurs, d'utiliser cette clé de l'antispécisme. Donc en fait, une autre façon de le dire, c'est l'antispécisme a énormément à apporter à la pensée écolo, mais les écologistes pour le moment nous boudent. Ou répondre à notre place aux questions qu'on soulève en disant non, mais vous n'avez pas les bonnes réponses là. Vous parlez d'antispécisme, c'est n'importe quoi. Non, on va parler de vivant. Donc ça ne va pas se faire sur ce mode-là. Mais une fois qu'il y aura un mode égalitaire en fait, de relation entre les deux mouvements, je pense qu'il y aura tellement de collaborations fructueuses à avoir. Et je pense que c'est un bon exemple de la façon dont on est venu à se connaître en fait avec Antoine. Antoine, il vient des mouvements écolos et de l'analyse de la pensée écologiste, des pensées écologistes. Moi, je viens plutôt du mouvement antispéciste. Et on a trouvé qu'on avait des conceptions qui étaient hyper fructueuses et on avait un projet de société compatible et à penser ensemble avec plein d'échanges incroyables à avoir. Et c'est sur ce mode-là, je pense en fait, le mode qu'on a de relation et de dialogue avec Antoine, que peut-être plus largement, ça peut se faire de façon chouette et intéressante entre un peu nos mouvements respectifs, si je peux dire. Une question un peu naïve, mais qui en tout cas me jaillit maintenant quand tu le dis. Quand il s'agira de parler d'égal à égal, tu dis, entre le mouvement antispéciste et du coup un mouvement écolo, mais il me semble qu'en termes de force de frappe, en termes de nombre d'individus qui militent, en termes d'argent, en termes de structure, on est quand même très très loin de ça. Et tu me dis si c'est quelque chose qui se voit aussi en France ou dans les recherches que tu aurais fait, Antoine, mais une partie des gens qui ont les deux sensibilités se disent qu'en faisant de l'antispécisme, ils vont faire un truc très précis, alors que s'ils font de l'écologie, ils vont finalement mettre fin à un certain nombre de rapports qui vont un peu de facto aussi gérer la question animale. Et du coup, il vaut mieux s'investir dans un truc qui est écolo en premier lieu, parce qu'en fait, de toute façon, ça contient la question animale d'une certaine manière. Et du coup, comment faire sortir, en fait, ce serait idéal d'avoir cette lutte déjà autonome, mais comment faire émerger cette lutte aussi autonome du mouvement écolo, autre qu'en leur disant, non, mais en fait, la manière dont on conceptualise les animaux n'est pas bonne, du coup, sortez de vos mouvements écolos et montez un mouvement antispéciste autonome. Ça m'a l'air de pas trop marcher. En fait, je pense que si on reste à la formulation d'un dialogue de mouvement à mouvement, effectivement, en fait, c'est difficile d'avoir une vision claire des choses parce qu'on est le mouvement antispé et le mouvement écolo ne sont pas du tout au même stade de développement dans la société, etc. Et puis de toute façon, le dialogue, il ne se fait pas de mouvement à mouvement, il se fait à une échelle plus fine entre des collectifs qui participent à une dynamique ou à une autre et lesquels sont ouverts à plus de collaboration, etc. Et ce qu'on peut dire globalement, c'est que le mouvement écolo, maintenant, il est bien installé et donc son besoin de se présenter comme un mouvement social autonome des autres, etc., il est globalement acquis. Et on est plutôt sur une phase différente. C'est que l'idée, c'est pas de porter la question de l'écologie dans l'espace public. Je suis pas en train de dire que tout le monde est écolo, hein. Évidemment, il y a encore des résistances importantes, plutôt à droite de l'échiquier politique, bien sûr, mais voilà. En tout cas, on est plutôt à une phase d'ouverture maintenant des écologistes avec d'autres causes, alors que le mouvement antispéciste, globalement, pour l'instant, il est dominé dans l'espace des mouvements sociaux et donc il a besoin d'exister de manière autonome, etc. Enfin, c'est un peu ce que je disais sur les intellectuels écolos qui ont besoin de se distinguer. Finalement, en fait, les antispécistes aussi, dans l'espace des mouvements sociaux, ils ont besoin de faire apparaître les enjeux qu'ils portent comme distincts des autres, etc. Donc, il y a forcément un temps nécessaire en fait à acquérir cette place-là. Et ça, c'est pas spécifique au mouvement antispéciste. En fait, c'est globalement tous les mouvements sociaux, toutes les causes qui sont portées ont besoin de passer en fait par cette étape pour légitimer leur enjeu dans l'espace public, etc. Donc malheureusement, ça c'est obligé de prendre un peu de temps. Alors, en fait, ce qui peut permettre que ça prenne moins de temps, c'est qu'il y ait une ouverture aussi de la part d'autres mouvements sociaux qui ne sont pas forcément portés sur cette cause-là, mais qui intègrent aussi cette question-là. Et je pense que quand on parlait d'ouverture un petit peu de certaines branches du mouvement écologiste à la critique du spécisme, en fait, c'est une forme d'ouverture. Ça peut paraître, je pense que pour les antispécistes, ça peut paraître assez minime parfois, juste du mode de la discussion, etc. Mais en termes de légitimation de l'enjeu dans l'espace public, je pense que c'est déjà une étape en fait importante. Ça me fait penser en t'écoutant que cette inégalité et le caractère minorisé du mouvement antispéciste au sein des mouvements sociaux, ça crée des rapports délicats avec les autres mouvements. Et que moi, du coup, j'ai pas de certitude sur ça. Et c'est plutôt une question que je soulève là, c'est sous quel mode on doit être avec des personnes d'autres mouvements. Et le problème, c'est qu'on aimerait être dans la collaboration parce qu'en fait, on a 90% de nos valeurs en commun. Quasi tous les artistes que je connais sont écolos aussi. Donc, on aurait envie de pouvoir être dans un rapport juste de collaboration
d'échanges fructueux et de construction de luttes communes et de collectifs communs ou d'échanges entre collectifs autour de ces questions diverses. Et le problème, c'est que malheureusement, la seule façon des fois de faire entendre la question animale et de la faire exister, effectivement, c'est d'entrer dans une forme de rapport de force au sein même des mouvements d'émancipation. Ce qui est pas chouette, en fait. C'est pas cool d'avoir à le faire, mais on n'a pas le choix, des fois, que de passer par un truc frontal qui est des fois le truc que moi je prends en rentrant dans le tas de certains écolos qui disent des trucs hyper spécistes. Et des fois, on aimerait pouvoir dire, mais en fait, travaillons ensemble, mais tant qu'ils disent des trucs hyper spécistes, on peut pas. Et donc, moi, j'ai pas résolu cette question-là de quand est-ce qu'on est dans la collaboration, dans l'échange bienveillant, fructueux et dans la construction de luttes communes, et quand est-ce que, du fait d'une impossibilité, parce qu'en face, on trouve pas beaucoup de répondants, ou on trouve du répondant qui délégitime et qui décrédibilise notre lutte et le combat qu'on porte, on est obligé de rentrer dans une forme de dénonciation du spécisme et du caractère oppressif de certains discours. Et je sais pas jauger, moi. Je tente les deux. et je pense qu'il y a une vertu, des fois, à établir un rapport de force au sein même des espaces d'émancipation, au nom de... Il y a des oppressions au sein qui sont pas bien pensées et qui sont pas dénoncées à leur juste hauteur dans certains de ces milieux-là. Mais je sais pas, si tu as des pistes, moi, je suis preneur de... Non, mais très concrètement, en fait, je pense que les deux stratégies, elles sont nécessaires. Et justement, en fonction des franges, des mouvements écolos qui sont concernés, si c'est celle avec plus ouverte, il y a notamment un dialogue qui peut être mis en place et chercher un terrain d'entente, etc. Avec des franges qui sont plus radicalement engluées dans le néocarnisme ou ce genre de choses, évidemment, là, c'est plutôt un rapport assez frontal qu'il faut essayer d'entretenir. Mais en fait, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé globalement pour tous les mouvements sociaux. En sociologie des mouvements sociaux, on documente bien cette forme de coexistence à la fois pacifique et conflictuelle, en fait, et que globalement, tous les mouvements sociaux coexistent de cette manière-là. Alors, il y a différents stades. Des fois, il y a plus de collaboration qui se fait parce que, en fait, il y a plus, de chevauchements. Alors, il y a des chevauchements un peu théoriques, de valeurs, etc., qui, entre mouvements écolo et mouvements antispécistes, sont sur le papier importants, mais finalement, quand on regarde les pratiques, c'est plus compliqué. Et après, au contraire, il y a des chevauchements qui sont parfois peut-être plus abstraits d'un point de vue théorique, mais qui... en réalité, en pratique, sont plus importants. Par exemple, entre le mouvement écologiste et puis globalement la gauche et le mouvement anticapitaliste, pour parler au-delà des partis politiques. Là, ça s'est fait un peu plus naturellement. Bon, alors, on pourrait discuter de ce que c'est, si naturel ou ça ou quoi. C'est un autre sujet, c'est pas le sujet de ce soir. Mais voilà, du coup, je pense que malheureusement, en fait, ces deux pendants-là, d'un côté, un rapport de force, et puis de l'autre côté, essayer d'engager des discussions, en fait, les deux vont continuer de coexister un moment. Dans les discussions de préparation qu'on avait eues, je ne sais plus qui de vous avait mentionné l'idée qu'une écologie idéale serait une écologie qui aurait, je ne sais plus qui avait dit, qui aurait digéré son matérialisme. Je sors un peu plus de ma casquette de... j'étais pas complètement avec ma casquette de chercheur jusque-là, mais là, je la retire complètement. Là, on a parlé un peu du vivant, dans des termes un peu généraux, etc. Mais en fait, dans le mouvement écolo, il y a un certain nombre de choses qui me semblent un peu dangereuses, justement, dans la manière dont on est conceptualisé le vivant ou ce genre de notions. C'est des approches un petit peu spirituelles qui vont dire qu'il faudrait qu'il y ait une connexion. Derrière l'idée sensible, des fois, il y a un peu cette idée qu'il faudrait qu'il y ait une connexion presque, justement, qui soit de l'ordre de l'immatériel, qui soit spirituelle, etc. C'est le genre d'approche que moi, je rejette un petit peu, et c'est pour ça que je défendrais plutôt une approche de l'écologie, en fait, qui résonne pas en termes de se reconnecter à la nature, au vivant, à un écosystème, à un lieu, ou ce genre de choses, ou à un territoire, parce que maintenant, on parle beaucoup de territoire chez les écolos. Mais c'est plutôt d'avoir une approche assez rationaliste, de voir les choses en termes de assez fonctionnel. Bon, c'est pas bien dit comme ça, ça peut faire un peu peur aussi. Et puis, c'est plutôt des approches qui ont été rejetées par les écolos, justement, l'aménagement du territoire comme un processus vraiment de rationalisation de l'environnement, de l'espace, etc. Mais à mon sens, c'est quand même important de revenir sur des choses assez basiques, sur quantifier les impacts des activités humaines et avoir une approche comme ça qui soit assez ancrée en fait dans la documentation des effets matériels de nos pratiques, des activités humaines de manière générale. À mon avis, c'est important. Et en fait, si on revient un peu sur la question de l'élevage, en fait, globalement, c'est quelque chose qui est relativement peu mis en question, alors que si on regarde les impacts en matière climatique, c'est un des secteurs d'activité actuellement les plus émetteurs de
de gaz à effet de serre. Donc, en fait, si on revient sur une approche assez quantitative quand même de, en fait, c'est quoi les impacts sur lesquels il faut agir, etc., ça permet aussi de révéler sur quels éléments on peut agir. Donc, voilà, moi, je suis plutôt défenseur de ce type d'approche-là, mais c'est aussi parce que là, c'est mon approche située dans le mouvement écologiste, c'est pas forcément du tout quelque chose de partagé. Voilà, encore merci à l'EVA pour cet événement. Moi, je prends des petites vacances dont j'ai besoin là, et on se retrouve dans un prochain épisode, dans un mois environ. Je vous ai préparé des choses chouettes pour la suite de la saison 3, vous verrez. Allez, prenez soin de vous, et bisous!